sans le barrage historique établi par les avocats, l'avocat étant perçu par les sujets en détresse comme un néo-père transcendantal, donc un néo-être partiellement soit tiers au pouvoir intensifié. Sans ce barrage, le calvaire sans émule qui a pulvérisé ma vie n'aurait jamais connu d'inscription programmatique ni de durée. La durée est ce que le sujet considère comme unique preuve de cette éternité, au fond et au contour évanescent, qu'il savoure comme donne interruptible et fragmentable, mais surtout non représentable. Je note que ma représentation n'est pas celle de Bergson, en ce qu'elle peut être son propre inverse, du fait de l'intercession des fantasmes antivides ou antividiques. En fait, la représentation est cette brigue qui sert au sujet pour vérifier déjà sa présence en tant que représentateur de soi, du tiers et de l'environnement à travers une preuve déjà autoprouvée et qui fonde le pouvoir des sens sur eux-mêmes. Dès lors, se représenter devient s'exister, re-exister par des sens en action dynamique, des sens qui, en vertu de la dictature biomentale, sont obligés de se vivre déjà par eux, pour eux et pour l'organisme porteur. Car se représenter, c'est expérimenter le cerveau à vivre une partie très utile de cette présence à la présence exclusivement sensitivable, c'est-à-dire actionnable par les sens. Être par le sensitivable, c'est forcément être comme vivant et comme témoin de son expérience sensitivante, sensitivatrice dans sa propre direction et en direction du tout possible. J'évoque ce tout si sélectiviste, ici équitable, en ce qu'il offre au sens que ce qu'il parviennent à lui arracher et qui continuera indéfiniment à les inviter quasi hypnotiquement à le conquérir en faisant de son appropriation par eux une nécessité de complémentarisation quasi biologique. À savoir que ce tout est ce qui leur manque pour qu'ils soient à partir de cette posture où ils végètent en tant que rien. Mais c'est que nul cerveau ne peut imaginer un rien sans tout, ni l'inverse. En somme, en dépit de son insignifiance absolue, le rien demeure non seulement le point technique de génération du tout, mais en outre le paramètre de mesure, sans lequel le tout serait lui aussi un rien, sans possibilité d'être, ni généré, ni comparé, ni représenté. Ainsi, à propos des avocats, l'utilisation du facteur positivant pour enrayer la positivité pratique elle-même s'avère une technique topique de l'arsenal complotogénique étatique, qu'il soit occidental ou autre. Quoique l'impact de la découverte du
du mensonge occidental, notamment, fait plus mal que celle du reste du monde, eu égard à la majoration négative exorbitante administrée par une déception de poids, de taille, disons, d'envergure. Toutefois, conditionné du fait de la coalition de mêmes facteurs dont son propre engouement biomental favorisé par la quête génétique du modèle absolu est moins loin des meilleurs pour croire, catalysé donc pour croire dans le caractère immaculé génétique de l'Occident, selon cette sacralisation poussée, stratégique, d'un point par rapport à tout le reste, et qui a permis à l'idée de Dieu de sévir depuis toujours sans faillir. Donc, ainsi conditionné, le sujet acculé de par la structure de voir dont l'agénétisation une fonction, une fondation transcendantalisante, et là, il n'a pas tort. Ce sujet est paradoxalement choqué à l'idée du sévissement de ce contenu dévalorisant en Occident. Comme si cet Occident s'était élaboré hors règles naturelles. Donc, s'élaborer au sein d'une dimension spatio-temporelle, voire abiologique. Là où la matière et la logique fonctionnent selon les désirs et les caprices du sujet en posture de fantasme continu. Donc là où ce sujet rêve de fonctionnement général, là où ce sujet rêve le fonctionnement général de la nature et de l'univers contenant, il les rêve. Disons que la trahison de la portée du rêve par le réel est celle qu'espère le moins un cerveau standardement paramétré, ou paramétré de manière standard. Car le rêve, notamment celui éveillé, s'avère un champ étendu, non seulement au bénéfice de la catharsis dirigée, mais au service du déploiement de la recherche et du projet, surtout quand ils investissent plus dans le fantasme. Le fantasme continu est de deux genres. Celui léger et celui systématique. Dans le second cas, on a surtout affaire à un état de défaillance évolué de la conscience comme essentiellement tentative de conscience. La conscience comme essentiellement tentative de conscience, parce qu'il ne peut pas y avoir de conscience réelle. Donc comme subconscience. Sachant qu'une éternité projetée au sein d'un néant néantique, donc absolu, ne fonctionne même pas, ni n'existe en elle-même, étant avant tout le produit d'une inaptitude des cerveaux à se représenter les vrais paramètres et les vraies dimensions de cet état, plus abordable en théorique qu'en réel. Et heureusement que les théoriques est là pour servir de lieu aéré pour l'aspect conscientique. Conscientique, c'est un néologisme. De conscient. J'évoque une dimension soustraite à l'être matériel, soumise à des lois magiques, magifiantes, et paradoxalement conservant l'essentiel de la biologicité. Ainsi, ce fantasme inclut l'idée obsessionnelle de la transsubstantiation, et tout fantasme est forcément transsubstantiatif. Et quand je dis magifiante, j'appuie bien entendu sur le caractère suractif de ces lois
modélisatrice et reformatrice du réel et ses contenus. Cette attitude du sujet en état d'auto-abrutissement, de démoisation, donc de défonctionnalisation du moi essentiel, comme moi jugé et relativement décisionnaire, décisionnant, voire de démentalisation, mais surtout en état de délogicisation, à l'effet de finaliser une lutte contre le stress, lutte qui sait irréalisable au milieu rationnel et non fantasmatique, donc en milieu conscient. Quoique toute conscience est limitée, donc partiellement consciente, cette attitude se trouve renforcée par sa conception paradoxale d'un monde féerique, de faits, comme de faits, qui transcende son profil réel et ses moyens et qui est représentativement obligé d'exister pour servir à la fois d'outil dualisant et expérimental. Donc, servir de champ structuré d'évasion pour son mental souffrant du poids de l'incompatibilité avec le modèle initial, final plutôt. Sachant que la nature a imparti comme condition sine qua non d'évolution un modèle, d'ailleurs évolutif, et réalisable, non réalisable, du fait de son utilisation comme simple leurre stratégique par l'appareil sauvegardiste. Leurre avec deux R, E. Par l'appareil sauvegardiste. Sachant que là où il opère en interférence presque toujours conflictuelle avec d'autres cerveaux, le cerveau est obligé d'inventer son prototype inverse qui lui sert à la fois de sujet d'expérimentation et d'éléments dualisants. Je signifie un prototype qui ne quitte jamais ses représentations et activités. Donc, qui concourt simultanément avec ses sensations, d'où évoquer la notion de bicerveau, de double cerveau si vous voulez. Je pense que sans cette disposition ambivalente, le cerveau n'aurait jamais pu être ce qu'il est, et moins encore un cerveau, en tant que cerveau né d'une condition biologique donnée, et ayant subi les modélisations du facteur évolutionnaire, d'évolution. Du reste, on peut certifier qu'être, parce qu'il n'est pas pour ce cerveau, c'est être lui-même. Disons que si l'immensité et l'illisibilité étourdissante de l'univers, de l'absolu, de l'éternité et de l'inconnu indépendant étaient saisissables par le psychisme humain, celui-ci aurait déprimé à mort et les aurait malgré lui dotés d'une insaisissabilité intégrale au service de ce qu'on peut appeler la prégnance sécurisante. La prégnance sécurisante, la forme. Certes, le sujet en situation de menace par l'invincibilité du vide reste l'inventeur invétéré de tout genre de prises agrippatives de divers degrés. En tout cas, le sujet de SBC a toujours ressenti le besoin impératif, donc pressant et agissant par l'exercice de menaces de destruction sur le cadre d'équilibre psychique. Donc il ressentit le besoin d'un univers théorique, parallèle et structuré
de telle façon qu'il s'avère obéir à ses désirs pressants de manière automatique et certifie par là même la notion de co-invention par corrélation qui met en évidence le rôle du sujet dans la construction de tous les systèmes, les concepts et projets, notamment ceux agressivistes, à caractère agressif, poussé. À noter sur quoi la religion et l'idéologie qui cultive essentiellement le phénomène de reprofilisation, qui s'avère être là une biprofilisation qui permet au sujet d'occulter son vrai profil derrière un néo-profil hyper positivé jusqu'à l'auto-paradivinisation. En définitive, et si entériné par l'expérience et par la science, il existe deux stades propres à la complotogénie, ou autrement dit, conspirativité. Celui individuel propre à l'SBC, administré par l'appareil sauvegardiste, et celui étatisé et semi-étatisé concourant selon une triangulation osmotique réorganisationnelle incluant la masse SBC et gérée par la catégorie du lien biomental. À tout prendre, la complotogénie faite pour servir à profusion les desseins suragressifs, suranimalisants du sujet, de l'État et du pays en posture d'hyperdélinquance, leur permet de se soustraire à cette sanction, d'ailleurs symbolique, édictée par le faux droit. Donc le droit retrafiqué et la fausse moralité confédérée. Donc le seul droit et la seule moralité auquel peut prétendre le cerveau humain. Ça leur permet aussi d'appliquer sans coup férir et de manière compétitive, faisant l'absolutisation à leur vécu, à leur environnement, leur projet réel, d'appliquer leur projet réel, ceux dictés par leur credo indissoluble, donc non désanimalisable, le vrai credo, le fond credo. Le credo de fond. Néanmoins, et paradoxalement, toute désanimalisation intégrale du sujet est synonyme de sa disparition en tant qu'étant essentiel par le dynamisme cadreur et auto-sauvegardiste. Le cas de la France, de la Tunisie et de leurs complices, en ce qui me concerne, illustre aisément cette posture. Je rajoute entre nous qu'une désanimalisation intégrale qui se solderait par la disparition totale de l'agressivité est habile à faire disparaître par la même occasion une espèce au profit d'autres espèces plus agressives, mais aussi plus enclines à l'adaptation. Donc mieux paramétrées. Je souligne en conclusion qu'une technicité même hyper évoluée, mais sans agressivité la convoyant et la sous-tendant, s'avère incapable non seulement de perpétuer le projet qui la présuppose, mais carrément de voir le jour en tant que technologie adaptée. On ne pourra pas voir le jour en tant que technologie adaptée. A souligné à la fin la violence surcompensatrice déployable par celui qui transite de l'apparent pour concourir dans le parallèle, là où nulle perspective de sanction ne se profile. Donc là où se déploie la bestialité sans frein,
d'après la règle de la libération débridée et automatique de la pulsion en terrain non sanctionnable. En tout cas, confronté durant des décennies au profil parallèle d'une France participativiste absolument délégalisante, déjuridisante, déphilosophantes et par suite déshumanisantes, j'ai expérimenté la quintessence de la technique hermétisante de l'enfer, négativisant, désensitivisant. Donc, destructeur des configurations modèles des sens en posture d'auto-vécu et de vécu de l'être au monde et du monde à l'être en soi. Conclusion. Le rôle négatif acharné des avocats a déterminé le bon déroulement de l'incomparable calvaire qui a pilonné ma vie en France. Et l'on constate que la France, qui prétend être une quintessence du positif par le truchement d'un système élaboré de réputationnisation mixte, reste coupable, militante des pires atteintes contre la légalité, contre ce positif même. Et ceci à travers une entreprise la plus immorale et la plus délinquante que l'on tente. Donc le participativisme hermétique nourri de facteurs bien disséqués au sein de mon œuvre a rendu possible. Au gré d'un processus particulièrement oppressif, quoique révélateur, des composantes psychosociales du territoire parallèle. De ce territoire parallèle où œuvre très fructueusement le vrai profil. Donc le psychisme de la SBC française et celle complice. Certes, la stratégie torture l'esprit poétique. Mais la SBC possède-t-elle cet esprit?